Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du bilan lecture du mois de septembre avec un top flop. Cette vidéo sera en deux parties puisqu'il y a trois inclassables que je n'ai pas mis dans ce top flop puisque difficile de les comparer avec des vrais mangas. Et la deuxième partie ce sera le top flop avec 10 titres présentés ce mois-ci. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. L'objectif c'est d'atteindre les 3000 abonnés avant la fin de l'année. Donc merci d'avance pour votre aide. Sans plus tarder, c'est parti. Le premier inclassable que je voulais vous présenter, c'est l'art de Jiro Taniguchi, qui est un artbook de toutes les œuvres de Jiro Taniguchi. J'ai trouvé cet artbook déjà magnifique, c'est un superbe objet, ça vaut 35 €, donc c'est quand même un sacré investissement, mais honnêtement ça vaut le coup, puisqu'on a le droit à toutes ces planches, vraiment toutes en couleur de l'œuvre globale de Jiro Taniguchi. Ça veut dire que je pense qu'on n'oublie aucun manga dans toute son œuvre. On a ici des témoignages de personnes avec qui il a travaillé, comme Benoît Peters, comme Natsuo Sekikawa, et comme lui-même, qui va aussi faire un témoignage dans cet artbook. Cet artbook nous permet de découvrir toute l'ampleur de l'art de Jiro Taniguchi, et toute sa créativité, puisque durant sa carrière, il a eu des styles différents, avec une première partie de carrière sur des dessins plus noirs, plus obscurs, et une deuxième partie de carrière beaucoup plus dans la luminosité, on le voit sur ses planches, et ça va être plus dans la contemplation, puisqu'il va se concentrer sur des paysages, sur des animaux, avec une fascination très intéressante à la fois par rapport aux paysages urbains, mais aussi par rapport aux paysages ruraux. Pour moi, cet artbook, c'est à posséder si vous êtes un fan comme moi de Jiro Taniguchi. Je vous conseille quand même d'avoir lu pas mal d'œuvres de l'auteur, mais ça marche aussi si vous possédez peu d'œuvres de l'auteur, puisque ça donne envie de lire les œuvres qu'on ne connaît pas. Moi, ça a été le cas avec les rares œuvres que je ne possède pas, comme Ice Age Chronicle of the Earth ou comme Satan. Le deuxième inclassable, ce sera encore du Jiro Taniguchi avec L'Homme qui dessine. Donc L'Homme qui dessine, c'est une série d'entretiens réalisés par Benoît Peters, qui est un auteur de BD franco-belge, qui a suivi la carrière de Jiro Taniguchi depuis très jeune, puisque Jiro Taniguchi était un grand fan de BD franco-belge, et ça va nous permettre de revenir sur les 40 ans de carrière de l'auteur. D'ailleurs, il est dit que dans sa carrière, il a produit entre 12 000 et 15 000 planches, ce qui est énorme. On va revenir sur l'aube de sa carrière, sur ce qu'il pense de la profession de mangaka, en tout cas lui, comment il la voit, et puis entre autres son style si particulier, mais aussi ce rôle d'intermédiaire entre le manga et la bande dessinée. C'est un des seuls auteurs aujourd'hui à avoir cette double particularité, et franchement j'ai dévoré ce bouquin en moins d'une semaine, je me suis régalé. Pareil, je vous conseille vraiment d'avoir lu quand même pas mal d'œuvres de l'auteur avant de lire cette série d'entretiens. Là où pour l'artbook, vous pouvez avoir lu très peu d'œuvres de l'auteur et l'apprécier vraiment à sa juste valeur, je pense que pour L'Homme qui dessine, c'est quand même bien d'avoir une connaissance globale de toute son œuvre. À savoir qu'il n'est plus trouvable en neuf, mais je l'ai quand même trouvé assez facilement d'occasion. Bon, il me semble un petit peu au-dessus du prix du neuf, sachant que je suis quasiment sûr que Casterman Saka va le rééditer l'année prochaine. Ce que j'ai aimé particulièrement, c'est toute cette honnêteté, cette sincérité avec laquelle Jiro Taniguchi répond à toutes les questions. On sent que c'est quelqu'un d'une humilité vraiment exceptionnelle, et les questions sont vraiment originales, et ça sent que Benoît Peters connaît très bien la carrière du Jiro Taniguchi. Petite mention spéciale aussi à la traductrice qui a eu beaucoup de boulot sur cet ouvrage. Elle s'appelle Corinne Quentin, et je trouve qu'elle a hyper bien traduit cet entretien entre Benoît Peters et Jiro Taniguchi. On voit que Jiro Taniguchi avait plein de projets encore dans la tête avant de malheureusement nous quitter en 2017, avec des œuvres inachevées, mais aussi des projets qu'il avait envie de réaliser avec certaines personnes. C'est pour ça que sa bibliographie est aussi riche, c'est parce qu'il avait une imagination débordante et un vrai amour pour le manga et la bande dessinée. Et enfin, pour le dernier inclassable, c'est Japon. Japon, c'est un projet initié par les instituts et alliances françaises et japonaises qui ont voulu créer un projet d'album collectif entre 8 auteurs de BD qui seront invités dans le cadre de ce projet dans 8 grandes villes du Japon, et 9 auteurs de manga qui eux vivent déjà au Japon. Et le but, ça va être de représenter le Japon à leur manière, avec leur propre style, puisque avec 17 auteurs de BD et de manga, vous vous doutez que c'est des styles diamétralement différents. On va partir de l'extrême sud du Japon pour remonter vers le nord. Parmi les auteurs de manga, on va avoir
Taiyo Matsumoto, Jiro Taniguchi, mais aussi Kan Takahama, Daisuke Igarashi. Et côté BD, je connais moins le nom des auteurs. Mais on va retrouver par exemple Benoît Peters qui avait réalisé L'homme qui dessine, que j'ai présenté jusqu'avant. Mais aussi des noms assez familiers comme Shuiten, comme Guibert. Alors je n'ai pas classé ce recueil d'histoires courtes, même si d'habitude les recueils d'histoires courtes font totalement partie des top flops ou des tier lists, parce qu'on est sur 17 histoires vraiment différentes, donc difficile de donner une moyenne globale à ce recueil. Il y a des histoires que j'ai beaucoup aimées et des histoires qui m'ont vraiment pas passionné, que j'ai même pas fini. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Je pense que ça va être difficile pour quelqu'un d'aimer les 17 histoires, mais vous allez aller piocher des histoires, que ce soit du manga ou de la BD, parce que dans les deux styles, j'ai vraiment apprécié des histoires, pour pouvoir voir quelle vision ont les auteurs du Japon, et notamment les auteurs de BD qui font le voyage exprès pour le projet. J'ai bien aimé par exemple la première histoire de Kan Takahama, qui est une autrice de manga que je connais très peu, que je connaissais bien sûr de nom, mais dont j'ai beaucoup aimé le style, et ça me donne vraiment envie de découvrir des œuvres de l'autrice. D'ailleurs, si vous avez des conseils d'œuvres de Kan Takahama à découvrir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On retrouve bien évidemment du Jiro Taniguchi, du Daisuke Igarashi, du Taiyo Matsumoto, du Moyoko Hano aussi, dans des styles très reconnaissables. En bref, je vous conseille vraiment de découvrir ce recueil de 17 histoires pour voir comment ces auteurs voient eux-mêmes le Japon. Et c'est parti maintenant pour le top flop avec la 10e place pour un manga que j'avais totalement zappé de présenter dans les achats, ce qui est un petit peu justifié par sa dernière place du classement. C'est une œuvre d'un auteur que j'adore, de Shintaro Kago, mais qui m'a pas convaincu. C'est La princesse du château sans fin. J'ai caché un petit peu la couverture parce que je veux pas me faire striker. Toujours avec la folle imagination de Shintaro Kago, on va se retrouver dans un monde dédoublé, voire plus que ça, avec ce concept de l'effet papillon. Qu'est-ce qui se serait passé si les choses s'étaient passées autrement? Et en fait, deux histoires vont cohabiter, l'une où Oda Nobunaga se fait tuer par l'un de ses serviteurs les plus loyaux, Akechi Mitsuhide, et donc c'est ce serviteur qui va finir par gouverner, et l'autre où Oda Nobunaga reste vivant. Alors je vais être honnête, c'est l'œuvre de Shintaro Kago que j'ai le moins aimé, et de loin. C'est toujours hyper ambitieux au niveau du découpage, mais là c'était quasiment illisible, parce qu'on voit ces deux réalités en fait. On a la page coupée en deux, avec d'un côté une réalité, d'autre l'autre, sauf que des fois, les réalités n'ont pas beaucoup de changements. Donc en fait ça nous fait lire deux fois la même chose en essayant de repérer les détails qui changent. Sur 2-3 planches ça va, mais sur tout un bouquin, franchement c'est assez fatigant à lire. Et moi malheureusement ça m'a très vite fait sortir de l'œuvre. Je pense qu'à la fin je lisais même plus les cases, je regardais juste les dessins. Donc l'idée de base était bonne, mais la réalisation était peut-être un peu trop ambitieuse et du coup offrait une lecture très inconfortable. C'est donc pour ça que ce one-shot se classe en dernière position de mon top flop. On revient sur du Jiro Taniguchi avec le one-shot Enmigo, édité chez Casterman Saka. On a Jiro Taniguchi au dessin et un collectif de scénaristes qui s'appelle MAT. On est dans la fameuse période assez sombre de Jiro Taniguchi, mais contrairement à d'autres de ses œuvres de cette époque, l'action ne se situe pas ni au Japon, ni en Europe, ni aux US. Là on est en Amérique latine, dans un pays fictif. Mais comme vous le savez, cette période est une période que je n'aime pas trop chez l'auteur. Et Enmigo ne fait pas exception, puisque j'ai pas beaucoup apprécié ce one-shot, peut-être un peu plus que d'autres de ses œuvres de l'époque, mais ça reste un registre qui ne fonctionne pas très bien sur moi. À la 8e position, Ankama m'a gentiment envoyé les 2 premiers tomes de Sleepy Boy qui sont sortis. C'est par Marika Herzog, qui est une autrice allemande. On va suivre un garçon qui s'appelle Nate, qui a une particularité, c'est que quand il s'endort, ses cauchemars prennent vie. Donc lui, son but, ça va être de se shooter au café pour rester éveillé le plus possible et ne pas mettre en danger ses proches. Et on va avoir des événements assez bizarres qui vont se passer et qui vont plonger certains humains dans un sommeil profond. On va voir, est-ce que c'est lié justement à ce pouvoir un petit peu loufoque de Nate. Alors j'ai trouvé la lecture des 2 tomes plutôt intéressante. Quand on voit le thème, on peut pas s'empêcher de penser à Dreamland, mais Sleepy Boy s'émancipe petit à petit de ce scénario qu'on trouve dans Dreamland. J'ai beaucoup aimé le design des personnages, mais aussi des créatures qu'on peut retrouver dans Sleepy Boy. Et je trouve qu'on rentre vraiment rapidement dans le vif du sujet, voire même un petit peu trop. Ce qui fait que j'étais un petit peu perdu au début de ma lecture, qui n'empêche pas qu'on a envie de vite tourner les pages pour savoir la suite, même si je trouve que l'action est parfois un petit peu floue. On a parfois du mal à comprendre ce qui se passe. Tout cela n'empêche que c'était une lecture intéressante. J'ai quand même hâte de voir la suite, même si c'était pas ma découverte préférée que m'a envoyé Ankama. 7e position pour le tome 17 de Chainsaw Man. Décidément, cette saison 2 se retrouve assez souvent
en bas du classement. Et je me suis dit, je vais remédier à ça en relisant toute cette saison 2 avant de lire le tome 17. Alors j'ai plus apprécié la saison 2 après cette deuxième lecture, mais j'ai toujours du mal à voir vraiment l'intérêt global. Je trouve que ça manque d'enjeu. Les personnages introduits sont intéressants, crédibles, ça y a pas de souci, mais l'enjeu global, j'ai du mal à le voir. Là où dans la première saison, on avait de suite ce démon flingue qui était l'ennemi global et on savait que le but principal ça allait être d'abattre ce démon. Là, on a moins cet intérêt global, je sais pas quel est le but en fait. Et pour revenir au tome 17, c'était un bon tome qui reste dans les standards de ce qu'on a pu voir depuis le tome 12. Donc à voir la suite, mais il va falloir être beaucoup plus convaincant sur les prochains tomes pour me faire vraiment accrocher à cette saison 2. Allez, je vous parle encore une fois de Jiro Taniguchi, après je vous laisse tranquille. Ce mois-ci, j'ai lu Les Enquêtes du Limier en 2 tomes, et ça se classe à la 6ème position. Alors le synopsis de base ne m'attirait vraiment pas. On est sur un pitch où le métier du personnage principal est de retrouver des chiens de chasse disparus. Donc je me suis dit en fait comment on va faire 2 tomes sur ce thème-là et comment ça va surtout arriver à me passionner. Et c'est là qu'on voit que Jiro Taniguchi est toujours capable de grandes choses puisque c'est un défi relevé avec brio. Et j'ai beaucoup aimé ces 2 tomes qui sont adaptés d'un roman de Itsura Inami. Et en fait on a une enquête différente par tome sur des thèmes qu'on retrouve très souvent dans les mangas de Jiro Taniguchi, c'est-à-dire la nature et les animaux. Et on en apprend beaucoup plus sur l'élevage des chiens guides, qui sont les chiens qui vont aider les personnes atteintes de cécité. Et j'ai trouvé l'œuvre globale hyper touchante. C'était captivant, vraiment j'ai beaucoup aimé ces 2 tomes, alors que j'étais parti avec des préjugés. Au final, comme toujours, Jiro Taniguchi arrive à me surprendre, même après la lecture de plus de 30 ou 35 œuvres de l'auteur. 5ème place pour un autre manga édité chez Ankama, qu'ils m'ont fait le plaisir de m'envoyer, c'est le tome 2 d'Urbance. Ils m'avaient déjà envoyé le tome 1 à l'époque. J'en ai profité pour relire le tome 1 puisque je l'avais lu, il me semble en janvier, quelque chose comme ça. Et ça confirme le petit crush que j'avais eu pour cette série, pour ce manga français. Je trouve que l'histoire se développe vraiment vite, mais vraiment bien en même temps. J'aime beaucoup le style graphique qui change de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est très en rapport avec le street art. Donc moi c'est un art que j'aime beaucoup. Et on sent que l'auteur, Joel Dos Reis Vegas, a réfléchi son œuvre pendant des années avant de nous offrir cette version définitive chez Ankama. Et ça rend un résultat vraiment propre, vraiment bien abouti. Et ça se ressent. Que dire d'autre à part que j'ai hâte de lire la suite et que je vous recommande vraiment de découvrir ce manga français et de soutenir cet auteur et Ankama. 4ème place pour Kaiju Number 8. Vous connaissez mon amour pour ce shonen. Moi c'est mon petit bonbon à chaque fois. Chaque fois qu'un tome sort, je suis trop content. Et ce tome 12 ne fait pas exception. Alors vous avez pu voir peut-être dans les achats manga que j'avais la version normale. Je me suis rendu compte qu'il y avait une version collector, un petit peu édition limitée. Donc j'ai échangé mon tome normal contre celui-ci que je trouve très joli. On a le droit à du flashback hyper intéressant, on a le droit à des beaux dessins, à des combats survitaminés, tout ce qu'on demande à Kaiju Number 8 qui le fait avec brio à chaque fois. Franchement, un super manga, un super shonen que je vous recommande, qui ne s'essouffle pas au bout de ces 12 tomes et que je prends toujours un grand plaisir à lire. On en vient à mon coup de cœur parmi tout ce que m'a envoyé Ankama. C'est le manga français Reaper. Alors Ankama m'a envoyé le tome 4 qui est sorti très récemment et m'avait envoyé une version PDF des 3 premiers tomes pour que je puisse rattraper la lecture que je n'avais pas faite. J'ai donc dévoré les 3 premiers tomes avant de recevoir le tome 4 et de le dévorer à son tour. Et j'ai tellement aimé que je suis allé acheter les 3 premiers tomes dans un pack qu'ils font en ce moment où il y a les 3 premiers tomes pour le prix de 2 tomes. Donc n'hésitez pas à foncer tant qu'il y a toujours du stock. Dans Reaper, on va être dans un monde post-apocalyptique où la Terre est devenue irrespirable et des créatures très hostiles appelées les Wendigos forcent les derniers survivants à se retrancher dans un endroit safe qui s'appelle le Bosquet. Nous on va suivre 2 personnages à la base qui s'appellent Junk et qui s'appellent Crappy, qui eux ne vivent pas du tout dans le Bosquet, ils ont même pas connaissance de cet endroit et ils font leur vie en fait sur cette planète jusqu'à ce qu'ils rencontrent des Reapers qui font partie du Bosquet et qui sont censés protéger le reste des derniers survivants et qui font des opérations à l'extérieur pour exterminer des Wendigos notamment. Et un des escadrons de Reaper va rencontrer Junk et Crappy lors d'une expédition et vont se rendre compte que ce jeune homme à l'apparence humaine n'est pas comme les autres et c'est de là que débute notre aventure. Honnêtement, quand Ankama m'a envoyé ce manga, j'avais peur d'être assez déçu par un énième shonen. Je pense que j'ai lu pas mal de shonen et j'ai du mal à accrocher à des nouveaux shonen parce qu'il y a toujours ce schéma classique qui revient et qui m'ennuie un petit peu à force. Mais là avec Reaper, j'ai trouvé quelque chose de vraiment original, vraiment captivant dans sa narration, dans son dessin. Donc j'ai été hyper surpris parce que j'ai trouvé ça
très frais. Les personnages, que ce soit Junk ou l'escadron du chêne ou Crappy, sont très attachants dès le début. Et grâce à Reaper, je pense que mes préjugés sur les shonen à la française a pas mal changé. Ça me donne envie d'en découvrir d'autres aussi. Je pense certainement que le prochain sera Space Punch. Il est en plus recommandé par Geronimo Cejudo, qui est l'auteur de Reaper. Et là, on est face à une histoire qui regorge de mystère. C'est-à-dire que même avec le tome 4, on commence un petit peu à découvrir des choses, mais on sent qu'on est face à un univers très vaste et qui va nous surprendre à chaque tome. Donc très content d'avoir ces 4 tomes en physique désormais dans ma collection, et l'attente pour le tome 5 sera certainement dans un an, va être très longue. En attendant, je vous recommande très chaudement de lire ces 4 tomes de Reaper et de découvrir ce shonen français très très bien réalisé. Deuxième position pour l'un des meilleurs shonen du moment, Dan Dadan et son tome 13. On en découvre un peu plus sur le personnage de Vamola, que j'aime beaucoup et que j'aime encore plus grâce à ce tome. Toujours aussi magnifique au niveau des dessins, on a des doubles planches, en veux-tu en voilà. Un régal pour les yeux et un régal tout court, vraiment Dan Dadan. Je suis jamais déçu. À chaque tome, je me dis non mais le prochain peut pas être meilleur, mais en fait si. Je vais pas m'étaler plus parce que je fais des louanges de Dan Dadan à chaque fois, mais ça les mérite. En tout cas, si vous n'avez pas encore découvert ce manga, ou si au bout des 2 premiers tomes vous vous êtes dit ouais moyen, c'est un petit peu pipi caca, etc. Franchement, ça change du tout au tout après. Il y a toujours de l'humour, mais assez différent. Et surtout, il y a un dessin exceptionnel. Il y a toujours énormément d'action. On s'ennuie jamais en lisant Dan Dadan. Ça se lit assez vite, d'ailleurs, un tome de Dan Dadan. Et il y a l'animé qui sort très bientôt au moment où je tourne cette vidéo. Donc laissez-vous tenter, que ce soit par l'animé ou par le manga. Et à la première place, on retrouve Bâillement de l'après-midi, le tome 2, édité chez IMHO par un auteur que j'adore, Shinya Komatsu. Alors d'entrée, ça ne va pas plaire à tout le monde, ce genre de manga. Il faut vraiment aimer sortir un petit peu de sa zone de confort et aimer aller au-delà des barrières de l'imagination. C'est ce que fait Shinya Komatsu dans chacun de ses récits. Et comme dans le tome 1, on va aborder plusieurs saisons, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et ce en explorant l'imagination de l'auteur grâce à des décors absolument géniaux, absolument magnifiques, tout en rondeur, tout en volupté. Il y a aussi des changements de paysage qui vont être dus à ces changements de saison. Une certaine absurdité dans certains personnages. Moi je suis totalement client de ce que fait cet auteur, et encore plus de Bâillement de l'après-midi qui est sa meilleure œuvre jusqu'à maintenant pour moi. Ça confirme à 100% le coup de cœur que j'avais eu pour le premier tome. Et si vous voulez découvrir cet auteur, je vous conseille de le découvrir avec Bâillement de l'après-midi. Ça vaut le détour. Ne vous dites pas quand vous ouvrez une œuvre de Shinya Komatsu que vous allez lire un manga normal. Il faut ouvrir ses chakras. Il faut se dire que ça va être à la fois une expérience visuelle, mais aussi une expérience de lecture. Moi, en tout cas, j'adore. Et c'est la fin de sa vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à me dire quelles ont été vos meilleures lectures du mois, à me faire des petites recommandations dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Je sais pas encore s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Je ferai peut-être une petite pause. Je vous tiens au courant sur ça, sur l'onglet communauté. Mais dans tous les cas, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci encore. Prenez soin de vous. Salut. Ciao.